Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver sur votre émission Tour d'Horizon. 15 novembre 2022 est la date de démarrage du contrôle du port de casque pour les motocyclistes et leurs passagers. Pour se conformer aux règles, quels sont les comportements adoptés par les usagers de la ville capitale et comment apprécient-ils cette mesure de sécurité qui changera leurs habitudes? Réponse dans cet élément. Porto Novo, Carrefour, Wando. Le contrôle du port de casque par conducteurs de moto et leurs passagers n'a visiblement pas démarré ce 15 novembre 2022 comme annoncé. Les usagers vaquent librement à leurs occupations tout en gardant présent à l'esprit que la police républicaine peut démarrer à n'importe quel moment le contrôle. Raison pour laquelle certains conducteurs ont pris leurs dispositions en portant leur casque et en gardant celui de leurs passagers. Toutefois, la répression annoncée du port de casque par les conducteurs et leurs passagers n'est pas appréciée de tous. Pour cette décision-là, ça va amener beaucoup de dégâts pour les populations. Parce qu'il y a d'autres ZEM qui ne sont pas ZEM, mais ils portent l'habit de ZEM pour dire qu'ils sont ZEM. Ces gens-là, ce sont des malfaiteurs et peuvent emporter des gens. Ne bande be asonde melono jelo bo mere vokazo aze bo cholo eterani wezo bo nyemamo ene lo ma de jaji na nyamo nyene nton na heche nyen yen si kwea do no blata ta no fen et encore et dole semi jano na hen kasse ason lo ta entan yo mere tunwa bo mere ko kan so bo kwe e si passer gbon mo alors il n'a pas mis population les bi bon population de gens ton na hen kasse ton d'accord mais le fait d'acheter on ne peut pas mais on doit grandir à malako kasse ne pon kolojile tori to village la maman y a des pipes mi mazalo mi don bo so ke nu plena ne pon kolo bodo ye magati o kasi bo ri agba lota asi agba keke no ajo to susu de me ya asi agba to yi ba wa nu sagbe apple ne pon kolo bodo won do ko ni ko kasi nu famille ton le eyemi parce que kas e no jobe no blasidan bo keke no gan bo krian no ku eyemi modo kwa meri le kana so se din o da so je yan wanaji so yen ma omo nu de fine be o yin ade kwa amo mi ni fe policier le do de do kasi ko ti fine no gbon lo je kwa chiaro mi sisidi president talon me mi to ene le amo e no blo de ado kasi ko ti no ke krian no kwa kasi di mo na se din bo ya mo le je keke mi to le tianji il est bloqué sisi po e ma ko keke de keke de blasi tan boku bojo fi ton pa si do. Il va sans dire que sanctionner le non-port de casque par un passager transporté par un motocycliste reste une mesure à polémique. Hors de nos frontières, le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification de la Côte d'Ivoire a présenté les innovations de la loi de 2018 sur l'état civil aux acteurs de l'identification. C'était à l'occasion d'un séminaire d'information sur la mise en œuvre de la stratégie d'état civil organisé hier 14 novembre 2022 à Yamoussoukro. Pour le directeur général de l'ONESI de la Côte d'Ivoire, la nouvelle loi sur l'état civil intègre plusieurs innovations, notamment les nouveaux mécanismes de déclaration et d'enregistrement des faits d'état civil avec de nouveaux acteurs, ainsi que l'utilisation de procédés informatiques et des logiciels dans la collecte, le traitement, la centralisation et l'archivage des données. Selon Christian Agokodia, ces innovations visent à rapprocher davantage les services d'état civil des populations et à faciliter l'enregistrement des faits d'état civil pour tendre vers le taux de déclaration de 100% et la disponibilité en temps réel de statistiques vitales. Il a déploré par ailleurs les dysfonctionnements constatés dans le système d'enregistrement des faits d'état civil. 40% des déclarations de naissance étaient effectuées sur la base du jugement supplétif et seulement 20% des décès étaient déclarés dans les centres d'état civil, a-t-il fait savoir. C'est donc cette faiblesse survenue dans le processus de déclaration des actes qui, à l'en croire, a motivé le gouvernement ivoirien à entreprendre la modernisation de son système d'état civil. Et ce, à travers la collecte sanitaire,
communautaire et l'utilisation des procédés informatiques et des logiciels. Au Burkina Faso, des forces de défense et certains volontaires pour la défense sont soupçonnés des actions dans la région du nord du pays. Une situation que déplore le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH. Les forces de défense et de sécurité burkinabè ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie sont soupçonnés d'avoir tué de nombreux civils dans plusieurs villages près de Djibo, dans la région du Sahel, dans le nord du pays. C'est une note du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui a alerté le gouvernement burkinabè. Elle évoque des tirs d'obus sur les villages de Holdé, Yatemena et Dabéré Pogoel, effectués par le 14e régiment interarmé de Djibo le 9 novembre. Sans dresser de bilan, la HDH estime que des femmes et des enfants font partie des victimes. Nous avons reçu de sérieuses accusations en ce sens, explique Seif Magango. Certaines sources mentionnent la mort d'une cinquantaine de civils, des blessés qui auraient aussi été transférés à Ouarigouya. Soit des allégations qui ne nous surprennent pas, explique le porte-parole du gouvernement dans son communiqué, pour qui les terroristes sont coutumiers de la manipulation et de la désinformation, d'autant plus que des actions offensives sont engagées dans la région du Sahel. Et pour finir, le président de la République guinéenne, Embalo Sissoko, est au Gabon depuis hier, lundi 14 novembre 2022, pour une visite de travail. Visite au cours de laquelle des sujets relatifs aux relations entre les deux États seront abordés. Evelyne Dossou pour les détails. Ce premier séjour du président Sissoko Embalo en terre gabonaise sera l'occasion d'échanger avec son homologue gabonais sur les questions bilatérales, politiques, sanitaires, sécuritaires et sur l'actualité continentale et internationale. Le développement d'une collaboration bilatérale et multisectorielle, notamment dans les domaines de l'énergie et du bois, entre autres secteurs, sera également au centre des discussions entre les deux chefs d'État. Le renforcement du cadre juridique de coopération sera également abordé par les deux chefs d'État afin de hisser les liens entre les deux pays à un niveau supérieur dans le cadre d'avantages mutuellement bénéfiques. Chers amis internautes, c'était le bulletin d'information du mardi 15 novembre 2022. Nous ouvrons à présent une page publicitaire. Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Amis fidèles de Guérit TV Monde, dans cette deuxième partie de votre émission Tour d'Horizon, suivons la chronique du jour avec Mas Gaspard Adjamossi. Projet classe sportive. Déjà des retombées, même hors de nos frontières. Notre pays, le Bénin, a fait sensation en Côte d'Ivoire à l'occasion du championnat scolaire ouest-africain UFOA-B de football. Les filles du CEG Kobli et les garçons du CEG Saint-Rita sont sortis champions 2022 des classes sportives sur les deux tableaux, en remportant non seulement les trophées mis en jeu, mais aussi en se qualifiant pour le championnat scolaire africain qui aura lieu au Maroc en 2023. Sans fanfare ni trompette, sans caméra ni exposition médiatique, les jeunes footballeurs et footballeuses béninois ont fait des merveilles en terre ivoirienne en domptant leurs adversaires de la sous-région zone Ouest B de l'UFOA, Union des fédérations ouest-africaines. Chez les garçons, le Bénin à travers le CEG Saint-Rita a dominé la Côte d'Ivoire 2-0 et chez les filles, notre pays à travers le CEG Kobli a battu le Burkina Faso 5 tirs au but à 4, le score étant de 1 but partout au terme des 90 minutes de temps réglementaire. Les deux équipes remportent donc ainsi chacune un trophée et une somme de $100 000.
Notons que cette compétition est une initiative de la Fédération internationale de football association FIFA en collaboration avec la Fondation Motsepe du président de la CAF. Elle a pour but de donner aux jeunes scolarisés du continent l'opportunité d'exprimer leur talent et leur savoir-faire dans l'espoir de devenir plus tard des athlètes de haut niveau. Les performances des jeunes béninois à cette compétition viennent tout simplement mettre en exergue la très bonne initiative que constitue au niveau national le projet Classe sportive et tout le sérieux qui caractérise le travail qui se fait à travers ce projet pour former et très bien former les jeunes béninois dans plusieurs disciplines sportives. Ce double exploit est à l'actif du gouvernement béninois et du ministre des Sports, des encadreurs, des parents et des enfants eux-mêmes. Sans chauvinisme aucun, c'est avec une certaine fierté qu'on a suivi le président de la Fédération ivoirienne de football dire tout le mérite des jeunes béninois qui sont selon lui les meilleurs sur tous les plans et qui selon ses dires ont développé un football chaloupé et un très beau jeu. Au niveau des récompenses individuelles également, lors de ce championnat scolaire, on a eu pour le compte du Bénin meilleur buteur Nazirou Aruna du CEG Saint-Rita, meilleur joueur garçon junior du CEG Saint-Rita et meilleure gardienne Sidibé du CEG Kobli. Au moment où le football béninois bat de l'aile sur le continent, où nous peinons aussi bien avec les équipes nationales que les clubs à engranger des résultats positifs, l'espoir nous vient des plus jeunes, des plus petits et des jeunes scolarisés qui montrent ainsi la voie à suivre à leurs aînés. Tout cela prouve une et une seule chose. Nous devons repartir aux fondamentaux en matière du football, en particulier et du sport en général, la formation. Plutôt que de courir derrière les binationaux formés ailleurs et qui manquent parfois de fibres nationalistes, il nous faut mettre davantage l'accent sur la détection, la formation et l'encadrement des jeunes. Les réformes dans le secteur du sport ont peut-être commencé par donner leurs fruits à travers ces premiers résultats. Les classes sportives, la construction des stades un peu partout dans le pays, les sociétés sportives, bref, il ne s'agira pas de dormir sur ses lauriers, mais de poursuivre et de renforcer ce qui est fait. Peut-être aurions-nous, dans quelques années, une masse critique de jeunes athlètes talentueux dans plusieurs disciplines sportives et qui seront capables de défendre valablement et avec honneur le drapeau national. C'était la chronique du jour avec Massa Gaspard Adjamoussi. Mesdames et messieurs, nous retrouvons à présent Charles Alban Daoui dans le forum de discussion de ce mardi 15 novembre 2022. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat Kaweda. Obligation du port de casque pour motocyclistes et passagers. Le contrôle au sein des usagers n'a pas démarré aujourd'hui. Oui, c'est vrai, on n'a pas remarqué le contrôle ce matin dans la ville de Porto-Novo, qui est la capitale du Bénin. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui a pu bien se passer, quelles sont les raisons qui motivent le non-démarrage de ce contrôle tant annoncé sur les réseaux sociaux également par voie de presse. Vous savez, quand on examine un peu les contours de la décision, on peut bien voir des raisons aussi bien subjectives qu'objectives. La première raison subjective qu'on pourrait relever est celle liée à la réaction des compatriotes à la suite de l'annonce de cette mesure, parce que nous étions habitués au contrôle du port de casque par les motocyclistes. Mais là, on ajoute le passager. On dit, voilà, si vous prenez quelqu'un qui ne porte pas le casque, vous vous exposez donc à un contrôle, vous êtes passible d'être retenu pour infraction de non-port de casque. Et ça a suscité beaucoup de réactions au sein de l'opinion publique. Ces réactions-là peuvent bien amener les autorités d'abord, c'est pas à surseoir ou à suspendre la mise en œuvre de cette décision-là. Au-delà de cette raison qu'on peut qualifier de subjective, surtout parce que nous parlons là de sécurité routière, nous parlons de sécurité humaine. Quand les autorités décident de prendre des mesures pour garantir la sécurité des citoyens, pour être sincère, il n'y a pas de quoi contester cela. Mais en ce qui concerne les raisons qu'on pourrait qualifier d'objectives, il faut voir un peu le contexte dans lequel cette décision est prise. Une décision qui affecte le secteur du transport est une décision qu'il faut savoir appliquer avec tact. Parce que le secteur du transport est un secteur très sensible. Quand la cible aujourd'hui devient les passagers, et vous savez qu'aujourd'hui, dans notre pays, les conducteurs de taxi-moto jouent un grand rôle dans le transport urbain. Donc quand les gens se retrouvent dans l'obligation de porter un casque avant de monter sur
une moto sur un Zémidjan, vous voyez que il y a un problème qui se pose pour surtout ceux qui sont dans ce secteur d'activité-là et qui sont les Zémidjans. Parce qu'on dit, mais si le Zémidjan prend un passager qui n'a pas porté son casque et qu'on l'arrête, c'est la moto du Zémidjan qui est confisquée. Donc ça fait un manque à gagner pour ce secteur d'activité-là. Et quand on voit un peu tout ce que ça rapporte, on voit le poids économique de cette activité-là, on peut être amené à prendre un peu des distances. En dehors de ça, il y a la question de l'hygiène. Un casque, qu'un motocycliste, peut-être un Zémidjan, met sur sa moto pour un passager. Vous imaginez combien de gens il prend par jour. Si tous ces gens-là doivent porter le même casque, alors que quand on porte le casque, on y laisse sa sueur. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'une maladie comme l'hépatite se transmet par la sueur. Voilà encore des raisons d'ordre sanitaire, hygiénique qui peuvent amener à réfléchir par plusieurs fois avant donc d'appliquer cette mesure. Et la dernière raison que je trouve personnellement, c'est celle qui est liée à la note au communiqué rendue publique par la Direction générale de la police républicaine et qui fait donc injonction aux agents de la police républicaine de faire attention en ce qui concerne les contrôles qui se font sur nos axes routiers. Il est dit dans le communiqué que une gestion peu orthodoxe est faite, des véhicules qui sont interceptés dans le cas des contrôles d'infraction au code de la route. Donc, des comportements qui peuvent amener les agents à rançonner. Si on dénonce ça pour les véhicules, alors qu'on va lancer une opération qui va consister à mettre aux arrêts des motocyclistes ou des motos dont les conducteurs n'ont pas porté de casque, vous voyez un peu que la même chose risque de se produire en ce qui concerne le rançonnement. Donc, il est dit dans le communiqué qu'il faut des fiches de retrait, tout ça, c'est des formalités administratives. Donc, c'est des documents qu'on doit apprêter d'abord, voyez un peu, avant de mettre cela sur le terrain. Donc, voilà quelques raisons qui peuvent justifier le non-démarrage de cette répression, de ce contrôle tant annoncé. Charles Albandaoui, à quoi peut-on donc s'attendre dans les prochains jours? Oui, vous savez, comme je l'ai dit, on ne peut pas dire tout de suite que la décision a été rapportée ou du moins ce qu'on a décidé de ne pas l'appliquer. Quand on voit toutes les raisons que je viens de citer, peut-être que les autorités sont en train de réfléchir, d'analyser pour voir par quel bout prendre la chose, comment est-ce qu'il faut mettre cela en pratique pour que ça ne crée pas d'autres situations indésirables. Donc, on peut s'attendre dans les jours à venir, que la décision soit appliquée tout simplement, et donc que les passagers qui sont remorqués sur des motos, qu'on les descende tout simplement, ou que des motos soient confisquées parce que le conducteur n'a pas porté son casque, etc. Donc, on attend de voir dans les jours à venir. Nous sommes aujourd'hui le 15 novembre, on a encore 2 semaines devant nous pour voir le mois de novembre clôturé. Donc, on attend de voir, tout simplement. Merci à vous, Charles Albandaoui, pour votre intervention. C'est moi. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce soir. Passons à présent à la vidéo du jour que vous propose la rédaction de Guérit TV Monde. Amis internautes, ainsi prend fin ce numéro de votre émission Tour d'Horizon. Merci de votre attention et à demain.